Mesdames et messieurs, bonjour. De la neige en montagne et du froid qui arrive. Regardez les prévisions météo très grises de Tatiana Silva. Neige en montagne à basse altitude, mais aussi de la pluie. On l'attendait avec impatience dans beaucoup de régions. Aujourd'hui, surtout de l'Alsace à la Côte d'Azur. Ailleurs, des nuages, des averses aussi et quelques orages. Les températures continuent à dégringoler. Pas plus de 7 degrés cet après-midi à Aurillac, 8 à Abbeville, 9 à Brest, 10 à Lyon, 11 à Bordeaux, 13 à Perpignan. Et jusqu'à 18 quand même à Ajaccio. Donc l'hiver n'avait pas dit son dernier mot. De la neige en montagne à partir de 800 mètres d'altitude environ. Et plus surprenant, un réveil blanc aussi ce matin dans la campagne normande. Regardez, il est tombé jusqu'à 3 cm dans le sud de la Manche et le Calvados, comme ici, du côté de Jurques, avec ces images de notre ami Xavier Toby. Et puis en montagne, de la neige à partir de 7 ou 800 mètres, après le temps printanier de ces derniers jours, ça fait tout drôle là-bas. Du côté du Mont d'Or en Auvergne, on a ressorti les bonnets, les gants, les pelles. Guillaume Frixon et Patrick Delanne. Depuis ce matin, le printemps fait pâle figure. Le grand ciel bleu ensoleillé a laissé place à un horizon blanchi. Sur les bords du lac de Guéry, une quinzaine de centimètres de neige et 20 degrés perdus en 48 heures. On est passé du mode été au mode hiver. C'est les joies du Guéry. Ça mord ou pas ce matin du coup? C'est comment là? Mon frère, il en a fait une. Arrivé tôt ce matin pour pêcher, Gilles a dû revoir ses prétentions à la baisse. Pas un poisson n'a mordu à l'hameçon et 0 degré au thermomètre. Ça fait 2 heures qu'on est là et c'est affreux quoi. C'est vraiment la Sibérie quoi. C'est fou. Voilà, c'est fou, c'est vrai que... À 1000 mètres d'altitude, la neige n'a pas rendu la circulation trop difficile pour autant. Mais au Mont d'Or, les habitudes hivernales sont bel et bien de retour, tout comme les anoraks et les bonnets. On les rentre jamais ici. C'est la surprise quand même. Mais enfin, c'est tout le temps comme ça. C'est un temps de saison presque, hein. C'est tous les ans pareil. Hein. Dans le village voisin de Muralcaire, ambiance similaire. Les massifs en fleurs sont blanchis et le restaurateur local a dû plancher sur une nouvelle carte pour cette semaine. On change les menus, on met des plats d'hiver, on retourne sur le bourguignon, le pot-au-feu, ces choses-là. Et puis voilà, on laisse tomber un peu le carpaccio et compagnie. Hein, c'est normal, hein. Donc on s'adapte au climat. Demain encore, neige et températures négatives seront de rigueur dans le massif du Sancy. Et en avril, on ne se découvre pas d'un fil. On reparlera du temps tout à l'heure. Mais d'abord, bien sûr, l'événement de la nuit, l'annonce officielle en Algérie de la démission du président Bouteflika. Il était au pouvoir depuis 20 ans, très affaibli. Il a fini par céder à la pression de la rue et des manifestations qui se succèdent depuis un mois. En démissionnant, il veut, dit-il, contribuer à l'apaisement des cœurs et des esprits. Dès hier soir, et ce matin encore, des centaines d'Algérois, notamment, sont descendus dans les rues pour célébrer ce départ. Jérôme Garot. Alger, en ébullition. Il est environ 20 h. La démission du président Bouteflika vient d'être annoncée. Immédiatement, des milliers d'Algériens convergent vers le centre-ville. Tous viennent célébrer la fin d'une ère, commencée en 1999. Merci à Dieu qui nous a bénis de cette liberté du peuple colonisé depuis 20 ans. Tout simplement, on est content, on est très fiers et c'est la victoire du peuple. Une foule en liesse, mais pas encore rassasiée. Ici, beaucoup restent méfiants vis-à-vis de l'armée au pouvoir et veulent aller plus loin. On espère que l'armée ne va pas nous trahir, comme elle l'a fait dans le passé. Nous leur avons accordé notre confiance. Maintenant, nous voulons choisir nous-mêmes notre prochain président. Aujourd'hui, mes frères n'ont obtenu que la moitié de leur indépendance. Nous voulons l'indépendance de tout le peuple, ce qui signifie veut dire la deuxième République. Ce matin, l'Algérie se réveille sans Bouteflika et plonge dans l'inconnu. On a senti, surtout hier, la jeunesse qui chante sur une seule voix, qui a pris son destin en main. On aimerait bien que ça continue. En une des journaux, ce départ et les tensions avec l'armée. Les manifestants se sont déjà donné rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle marche pacifique. On l'a entendu dans ses réactions, de l'émotion, mais aussi de la détermination des Algériens. Patricia Lemonnière, vous étiez là-bas il y a quelques jours encore. Ce qu'ils veulent, c'est que tout le système change et on n'en est pas loin.
Alors pour l'instant, le système reste en place et une transition compliquée commence. Alors qui peut l'organiser? Eh bien, le gouvernement et les gens qui sont au Sénat, peut-être, mais ce sont tous des hommes qui ont été nommés par le président Abdelaziz Bouteflika. Les jeunes manifestants, ceux que l'on retrouve dans la rue, peut-être là encore, mais ils ne veulent pas élire de représentants et rejettent tous les hommes politiques, opposition comprise. Quant aux islamistes, eh bien, ils sont discrédités, divisés. Souvenez-vous, la guerre civile, plus de 150 000 morts dans les années 90. Quant à l'armée, eh bien, c'est vrai. C'est elle qui fait et défait les présidents depuis l'indépendance. Reste à savoir quel rôle elle va jouer. Une chose est certaine, Jean-Pierre, eh bien, des élections d'ici 3 mois, effectivement, peut-être. Mais les Algériens nous ont surpris en chassant un président en quelques semaines. Ils pourraient là encore nous réserver une autre surprise. Merci, on suivra ça de près. Merci Patricia. Toujours dans l'actualité internationale, la mort d'un médecin militaire français hier au Mali, le capitaine Marc Lécuras, 30 ans, tué au passage de son véhicule blindé lors d'une opération contre un groupe terroriste. Il est le 24e militaire français tué au Mali depuis le début de l'opération Serval en 2013. Il appartenait à une antenne médicale basée au Mans et qui était là-bas, engagé là-bas aux côtés du 2e RIMA. On revient en France avec tout à fait autre chose dans l'actualité, notre vie quotidienne et la publication ce matin du budget annuel des automobilistes. Pas de surprise, ça coûte de plus en plus cher. 74 milliards de taxes payées en 2018, c'est un quart du budget de l'automobile. Les dépenses d'entretien ont bondi de près de 4% en un an, les primes d'assurance de 2,5%. Un budget automobile décidément de plus en plus lourd dans le portefeuille des ménages. À Marc-en-Barœul dans le Nord, Marion Fiat et Sébastien Boé. C'est un petit papier vert qui pèse pourtant très lourd et le coller sous son pare-brise devient de plus en plus cher pour les automobilistes, mais qui n'ont pas le choix. On est parti de 700 €, maintenant je suis à 800 AD. Ouais. Avec un bonus Avec 65% de bonus. C'est toujours un coût, bien sûr, ça prend dans le budget, quoi, je veux dire, mais... L'année passée, je payais 672 €. Donc, comme je viens de changer de voiture, je viens de changer d'assurance, je fais des comparatifs sur Internet. Faire jouer la concurrence et surtout négocier, même si c'est une pratique peu répandue en France, ça peut très vite permettre de réaliser des économies, même s'il faut bien comparer avec tous les détails des garanties. Il y a la fameuse loi Hamon qui vous permet de changer quand vous voulez, comme vous voulez. Et en plus, il y a sur Internet des tas de sites comparateurs d'assurance. Donc moi, j'engage les gens à faire le tour. Les tarifs d'assurance ont augmenté de plus de 2% tous les ans depuis 2010. Les catastrophes, les conduites sans permis sont en cause, mais pas seulement. Le prix des pièces, aujourd'hui, le moindre rétroviseur est des givrants électriques. Le pare-brise est grand, le pare-brise est athermique, c'est-à-dire qu'il y a des zones pour laisser passer notamment les ondes des télépéages, par exemple, également. Et toutes ces pièces détachées à remplacer coûtent de plus en plus cher aux assureurs. Mais le tout s'ajoute à d'autres dépenses en hausse, comme l'entretien et le carburant. Être automobiliste devient tout simplement un luxe. Et puis il y a ces 74 milliards de taxes, des taxes qui avaient déclenché au mois de novembre le mouvement des Gilets jaunes. Et à ce propos, on en arrive enfin à la fin du grand débat national lancé par Emmanuel Macron. Le président, vous le voyez, effectue aujourd'hui son avant-dernier déplacement. Il est à Saint-Brieuc, en Bretagne. 2 heures de rencontre avec les maires de la région, suivi d'un discours. À l'extérieur, environ 200 Gilets jaunes venus une nouvelle fois dire leur détermination. Demain, le chef de l'État sera en Corse où 8 escadrons de gendarmerie ont été envoyés pour l'occasion. Tout cela nous amène à l'actualité sociale elle-même avec une grève qui n'en finit pas à Lyon et dans la métropole lyonnaise. On l'a déjà évoqué, elle n'est pas terminée, celle des éboueurs. Ils sont en grève depuis 3 semaines maintenant. À Lyon, c'est Yanis Matisse et Yves Delécluse. Impossible de ne pas les voir. Impossible de ne pas les sentir aussi. Au pied des immeubles, comme dans la rue, des poubelles partout. C'est répugnant de voir ça, ça peut amener des rats. Le meilleur moyen pour avoir un impact sur des changements, c'est de faire grève, de montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a un impact sur le quotidien de monsieur, madame, tout le monde. 2e jour de grève des éboueurs de Lyon. Salariés du privé, ils réclament une hausse de salaire, 300 € net par mois. Dans le 3e arrondissement, les commerçants s'inquiètent déjà des conséquences sanitaires. Ce boucher a dû trouver une solution en urgence.
Pour les déchets d'eau, c'est les déchets alimentaires. On a un local réfrigéré où on met nos poubelles à l'intérieur. Donc là, ça commence à s'entasser. Et que dire de ce nouveau paysage? À Oulin, comme dans une trentaine de communes de la métropole, c'est devenu une épreuve, un slalom spécial. Jamais, c'est la première fois que je vois ça. Des centaines de mètres d'ordures, les riverains réclament rapidement un grand nettoyage. On ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Il faut que ça bouge. Il faut trouver une solution, il va falloir trancher. C'est invivable. Après 16 jours de grève, les négociations se poursuivent. Un accord pourrait être trouvé cet après-midi entre les syndicats et la métropole. Autre chose encore, on évoque souvent dans ce journal ce qu'on appelle malheureusement la fracture territoriale. Elle a aussi été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Une fracture qu'on ressent aussi, et on en parle, par des fermetures de classes à la campagne. Eh bien, c'est le thème d'une chanson que vous entendez un petit peu derrière moi. Chanson qui a un énorme succès en ce moment sur Internet. Elle s'intitule « Les Oubliés ». Son auteur, un jeune chanteur de la Creuse qui dit les choses en face. Avec lui, Adin Palestel, Marinon Monnier et Emmanuel Sarr. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Une star dans son village, Gauvin Cers de retour en Creuse pour présenter son deuxième album. Une chanson phare, Les Oubliés. Il ne nous oublie pas, il y a les oubliés, mais lui ne nous oublie pas. Désertification rurale, disparition des services publics. Le Creusois rend hommage à la France des campagnes et surtout aux petites écoles rurales. C'est beaucoup de souvenirs et puis je connais forcément les gens ici. Et ça n'a pas tellement changé en plus, donc voilà, ça revient assez vite tout ce qui s'est passé. La lettre d'un instituteur de la Somme l'interpelle. Un cri d'alarme contre la fermeture de son établissement. J'avais envie d'aborder déjà la désertification rurale en chanson, mais je n'avais pas trouvé l'angle de vue pour démarrer. Et quand j'ai reçu la lettre, je me suis dit, tiens, c'est comme ça qu'il faut que je démarre la chanson. Et le lendemain, je crois, je m'y suis mis, elle est arrivée très très vite. À vouloir regrouper les cantons d'à côté, en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Et moi j'étais le plus jeune en plus. Dernier, il restait un peu en retrait. Quasiment tous les amis de Gauvin ont quitté la Creuse. Alors pour ceux qui restent au pays, les paroles de sa chanson ont du sens. On retrouve tout ce qu'il est, quoi. Il est vrai. Ah oui, on est très fiers qu'ils mettent la Creuse en valeur parce que Dieu merci qu'elle est vraiment pas très représentée. Un message que Gauvin Cers espère faire entendre au maximum au Zénith de Limoges et Paris en avril 2020. La campagne, les paumés. Gauvin Cers, Les Oubliés, retenez bien son nom. Notre vie quotidienne et la santé maintenant avec une semaine de sensibilisation aux dons de moelle osseuse, des dons essentiels. Ils permettent de sauver des malades de la leucémie par exemple. Il y a moins de 300 000 donneurs en France, ça n'est pas assez, beaucoup de malades attendent. À Saint-Leu-la-Forêt, en région parisienne, Fatima Medouni et David Pires. En vie, grâce à un donneur providentiel. À l'époque, Circé a 9 ans. Atteinte d'une forme grave de leucémie, ses jours sont comptés. Une greffe de moelle osseuse est son ultime espoir de guérison. Le miracle a lieu le 5 mars 2013. Chaque année, le 5 mars, on a une pensée incroyable pour lui et pour ce qu'il a fait. Et que, du coup, ce jour-là, je fête un deuxième anniversaire, en fait, et que c'est grâce à lui. On n'imagine pas, en fait, que la vie de son enfant tient dans cette petite poche que l'infirmière a dans la paume de sa main. Et on réalise, voilà, que tout le parcours de cet enfant, son parcours de douleur, sa souffrance, va s'arrêter avec ça, et ça n'est que ça. Et à la fois, c'est tout ça. Car donner sa moelle osseuse est beaucoup plus facile qu'on l'imagine. Simple comme une prise de sang. Il faut être âgé de 18 à 51 ans. Seule contrainte, rester allongé entre 2 et 4 heures. Regardez, il y a des vagues, hein. Pour sensibiliser aux dons, Jérôme, l'oncle de Circé, est en train de réaliser un pari fou. Traverser l'Atlantique à la rame, en solitaire. Parti des Canaries, il va rejoindre la Martinique, sans assistance. Il y avait plein de gens sur le ponton, sur la digue. Ça a vraiment fait chaud au cœur d'avoir toutes ces personnes-là qui me soutenaient, qui me souhaitaient bon vent.
Parmi ses fans de la première heure, Circé. Il s'est évidemment beaucoup donné pour ces 2 derniers mois. Il a fallu qu'il puise au plus profond de lui-même, de ses ressources. Et que s'il a fait ça, c'est parce qu'il veut qu'il y ait un résultat à la fin. 1 million de coups de rame pour arriver de l'autre côté. Donc le but c'est qu'il y ait 1 million de personnes qui se renseignent sur le don de moelle osseuse. Et s'ils pouvaient s'inscrire, ça serait d'autant mieux. Pour les patients en attente d'une greffe de moelle osseuse, chaque nouveau donneur inscrit augmente l'espoir de guérison. Formidable action de sensibilisation de ce jeune homme. Il devrait arriver en Martinique ce soir. On l'évoquait hier, l'ouverture ce matin du Salon des seniors, porte de Versailles à Paris. Des seniors qui ont, on le sait, une place de plus en plus large dans la société. Hier, on évoquait l'étude où 8 sur 10 estimaient en tout cas avoir beaucoup de mal et de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Dans ce salon, en tout cas, plein de choses pour les aider dans leur vie quotidienne ou leurs loisirs. C'est toujours Fatima Bedouni avec Eric Béra. Dès l'ouverture du salon, le stand retraite est pris d'assaut. Donc vous avez la possibilité de faire votre demande de retraite en ligne. Xavier a 61 ans. Prévoyant, il vient se renseigner sur ses droits. On reçoit des papiers, mais quelquefois on est un peu perdu. Et puis il y a une procédure à suivre. Il vaut mieux éviter. Quelques personnes m'ont dit qu'il y avait quelques délais, quelquefois pour toucher sa retraite. Donc il vaut mieux, je crois, préparer les choses. Un peu plus loin, même succès pour l'espace voyage. Destination le Portugal pour Daniel, jeune retraité. Nous sommes connus pour la gastronomie, les poissons, les conserves. La retraite, c'est pas seulement le côté négatif, c'est aussi jouir de la vie parce qu'on a travaillé toute une vie et puis c'est intéressant de pouvoir profiter un petit peu. Quant à son ami, c'est une adepte de la randonnée. C'est important pour tout le monde de faire du sport, à tout âge. D'autres, plus pragmatiques, se tournent vers l'aménagement de la maison. De simples petits objets peuvent changer la vie. C'est couper sans prendre des ciseaux. Parce que ça devient un peu difficile de faire fonctionner les doigts, quoi. Enfin, c'est raide. Loisirs, logements, sport, près de 60 animations sont proposées. Ici, tout est permis, même une reconversion dans le mannequinat. Si je suis prise en temps pour faire de la publicité, ma foi, pourquoi pas. Sinon, je garde la photo pour moi et j'en fais une photocopie pour ma maman. À l'âge de la retraite, il reste 25 ans d'espérance de vie, alors autant se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Excellent. Voilà, il y a le salon, il y a aussi le pouvoir d'achat des retraités. Ce sera l'un des thèmes de l'émission de David Pujadas cet après-midi à 18h sur LCI, canal 26. Après les anciens, les plus jeunes et une rencontre assez insolite pour des écoliers ardéchois. Ils ont reçu dans leur classe le chef d'une tribu de Papouasie à 14 000 km de chez nous. Régulièrement, il vient en France rencontrer des enfants et parler de sa forêt. À Bourg-Saint-Andéol, on retrouve Yanis Matisse et Brice Parer. C'est une rencontre rare et précieuse. Une surprise pour ses enfants. Bonjour. Face à face, 80 élèves de CM2 et un homme venu du bout du monde. Personnage principal de ce film documentaire. Je m'appelle Modije Kepanga. Je suis un chef papou de la tribu des Huli. Depuis toujours, ma tribu vit au cœur de l'une des dernières grandes forêts primaires du globe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il habite à 14 000 km de la France, sur une île au nord de l'Australie. Je dis toujours que les Blancs sont pressés. Vous regardez votre montre et vous n'avez jamais le temps. Ne vous inquiétez pas, je vais être rapide. Observateur du monde moderne, il ne connaît pas son âge. Lui, le porte-parole des peuples autochtones, né sur un tapis de feuilles. Pendant plus d'une heure, les jeunes enchaînent les questions. Ça fait combien de temps que vous êtes chef? Est-ce que c'est loin là où vous habitez? Je vis dans une grande forêt qui a beaucoup de valeur et nous devons en prendre soin. Modije Kepanga lutte contre la déforestation dans son pays. Tous ensemble, ils réalisent ce geste symbolique, planter un arbre pour faire passer un message. C'est surprenant parce qu'il vient avec ses origines et il nous explique que ça nous donne plus envie d'aller voir son pays. Il n'a pas par exemple les mêmes bijoux que nous, il vit pas dans des bâtiments comme nous. Après cette visite en Ardèche, Modije poursuit ses rencontres dans d'autres villes. Il rentrera au mois de mai en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Et voilà qui nous ramène à la nature. Tout à l'heure, on parlait de la neige en montagne, c'était impressionnant en Auvergne. C'est aussi depuis hier le retour de la pluie et c'est une bonne nouvelle. Là où il n'en était pas tombé une goutte depuis des semaines, la nature avait besoin d'eau. À Malocène, dans le Vaucluse, ce matin, Pauline Lefrançois et Frédéric Miara. Le géant de Provence s'est réveillé dans le brouillard. Depuis ce matin, il pleut sur les cerisiers en fleurs du Mont Ventoux. Et les Provençaux ont ressorti leurs parapluies et anoraks. Sur le marché de Malocène, les habitants font leurs courses entre les gouttes. On s'est habitué au soleil et puis finalement il refait un peu froid. Mais bon, ça va. On est des escargots, on attend que la pluie passe pour sortir, comme en Bourgogne, mais tant pis, on va sortir. Le temps d'hiver va s'installer jusqu'à la fin de la semaine avec des températures négatives. Mais les touristes font contre mauvaise fortune bon cœur. Chez nous, il y a un dicton, il ne pleut que sur les cons. Les belles fraises de Carpentras égayent aussi cette matinée bien grise sur les étals, mais les clients optent pour les légumes d'hiver. Il fait pas chaud, les gens ils veulent pas manger de la fraise, ils veulent pas manger un peu d'asperges, ils ont pas envie. Il fait froid, on va plutôt chercher des carottes, les navets, les poireaux pour se réchauffer à la maison. Les horticulteurs du marché, eux, sont contents. Cette pluie est bonne pour leur terre qui manque d'eau. Mais voilà, on a des temps de saison, on attend quelques petites gelées dans les jours qui arrivent, ce qui est normal. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas une goutte d'eau. Ma foi, moi je suis ravi pourvu que ça dure, comme on disait en Corse, pour vous que ça dure. Ça va durer, le week-end s'annonce pluvieux en Provence. Vive la pluie. Et à propos de météo, je vous rappelle, c'est pas de chance que les vacances de Pâques commencent après-demain pour la zone B. 1 Français sur 3 aurait l'intention de faire ses valises pour ses vacances de Pâques, selon une étude publiée ce matin. Il n'y en a pas eu autant depuis 8 ans et 30% auraient prévu de partir à l'étranger. Allez, autre chose encore du sport à présent et une très belle rencontre, ceux de 2 immenses champions hier soir, Kylian Mbappé et la légende du foot venu du Brésil, le roi Pelé, Jean-Marie Bagayoko et Thierry J. Payet. 60 ans séparent ces 2 photos. Mais hier soir, leur amour du football les a enfin réunis. J'ai pas arrêté de le toucher pour voir si c'était réel. Kylian Mbappé, le roi Pelé, l'image d'une rencontre entre 2 champions d'exception qui ne s'étaient jamais croisés. C'est un joueur intelligent, rapide et imprévisible. Moi, j'ai commencé à 17 ans et peut-être qu'il pourra battre mes records parce qu'il est encore très jeune. Entre les 2 hommes, de la spontanéité, une complicité naturelle et une admiration mutuelle. Car depuis ce coup d'éclat lors de la Coupe du Monde, le roi Pelé a désigné Kylian Mbappé comme son héritier. Pour le jeune attaquant français, impossible d'échapper à la comparaison. Les dribbles, le style, la vitesse, tout y est. Je m'en suis inspiré et je m'en inspire encore. Je m'inspire de tous les grands dont il fait partie, même s'il est au sommet de la chaîne. De le voir en cassette était déjà bien, mais de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté sans nom. Sur les réseaux sociaux, le Brésilien ne cesse de confier son affection pour celui qui lui ressemble tant au même âge. Mbappé, 20 ans, Pelé, 78 ans. Une rencontre qui, l'espace d'un instant, marque l'histoire du football. Mbappé ce soir avec le PSG en demi-finale de la Coupe de France. Hier soir, dans l'autre demi-finale, Rennes a battu Lyon. On repart dans les régions avec les préparatifs d'un très bel événement, comme tous les ans à cette époque, la réouverture du Grand Parc du Puy du Fou en Vendée. Ça ouvre samedi matin après les presque 2,5 millions de visiteurs de l'an dernier. Encore plus de spectacles qu'avant, avec notamment l'arrivée de Clovis parmi eux. Les préparatifs suivis en Vendée par Nicolas et Sébastien Guerche. Les mythiques chars romains du Puy du Fou à l'entraînement. Dernière ligne droite pour les équipes du Grand Parc avant le début de la saison. Sous le stadium règne une certaine agitation. Les gardes testent leur équipement. Tous sont très concentrés. Répéter, y penser matin, midi, soir. On a forcément la pression de voir après. On a un peu plus l'habitude, on sait qu'on sera prêt, on travaille vraiment pour en tout cas. Parmi les acteurs et les cascadeurs, certains petits nouveaux comme Leslie qui tient l'un des rôles principaux dans l'arène. On fait un filage, du coup c'est mon premier filage, donc on va voir comment ça va se passer. Et alors? Je suis stressée, mais ça va le faire. Perché en haut des gradins, rien n'échappe à l'œil du responsable des combats. Chaque mouvement doit être précis et dans le rythme pour convaincre le public. La panne de taille a rectifié encore, les gars se cherchent encore, donc mais dans l'ensemble,
La chorégraphie est bien intégrée par les gars, donc, mais il y a encore du temps pour répéter. Loin de l'agitation, des combats et des cris, une trentaine de couturières terminent ici les derniers costumes de la nouvelle saison. On est tous un peu excités et on est pressés de voir aussi les résultats de tous ces mois où on a travaillé sur les costumes, sur les nouveautés, comme sur les nouveaux spectacles ou même les anciens spectacles. Parmi les nouveautés cette année au parc, le Premier Royaume, l'épopée de Clovis, roi des Francs, un spectacle immersif offrant une quinzaine de tableaux animés. L'idée au Puy du Fou, c'est toujours de procurer une nouvelle émotion à nos visiteurs qui soit à chaque fois différente d'un spectacle à l'autre. Et là, celle-ci, cette émotion-là, elle va être à la fois dans l'intimité et dans le spectaculaire. Dans quelques jours, les gradins seront de nouveau remplis. Deuxième parc d'attractions en France, le Puy du Fou a séduit plus de 2 millions de spectateurs l'an passé. Deuxième en France, mais paraît-il le plus beau du monde. Autre événement dans le monde de la chanson, celui-là. Hier soir, un très très grand monsieur en pleine forme a fêté ses 90 ans sur la scène de l'Alhambra à Paris. Vous l'avez reconnu, c'est Marcel Amont. On a tous des refrains de Marcel Amont plein la tête, bleu, blanc, blond, le Mexicain basané, le chapeau de Mireille et tant d'autres. En tout cas, sa carrière est immense. Avec Marcel Amont, Sander Andésadré, Arnaud Ifergan et Bertrand Lachat. Il a toujours privilégié la scène pour les sensations qu'elle offre. Alors que dire de l'émotion d'y fêter ses 90 ans? C'est un personnage exceptionnel, en plus heureux, joyeux, enfin, etc. Il faisait une chose qui n'existe plus aujourd'hui, ce qu'on appelait un fantaisiste. Il faisait rire avec beaucoup d'élégance. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Il faisait blanc, 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 le goéland. Et il fait toujours. Hier soir, pendant plus d'une heure, Marcel Amont a prouvé que le chanteur était aussi comédien. Je sais toutes les paroles par cœur, quand j'ai besoin de vacances. Je m'embarque dans tes yeux. Humoriste. I dive and I swim in the Mississippi River. Je me baigne les pieds dans la Dordogne. Amuseur. Cowboy of the Black Mountain. Je suis le vacher de la montagne. Ouais. Échanger avec lui, c'est voyager dans le siècle passé. Ça, ce sont en vrac quelques jalons d'une longue carrière. Son nom, sur les mêmes affiches que celles de ses amis. Lui, le petit provincial que ses parents destinaient à devenir instituteur. Quand je dis je veux être artiste, mon père était sidéré, outré, mais surtout très, très peiné. Mais avec son bel accent béarnais, mais c'est pas un métier, ça. Tu crois qu'on va te payer pour faire le con? Il l'a fait avec tellement de talent. Les amoureux de Penay vivent sur un nuage. Qu'on en redemande. Ils ont cet air désuet, des amants de notre âge. Il est dans la lignée des arlequins, des gens qui sont nés pour nous enchanter. C'est un sacré petit lutin. Je l'ai vu pour ses 80 ans, il était encore capable de monter sur une chaise puis de mettre un pied sur le dossier et de basculer comme ça. Il l'a pas fait ce soir, je suis un peu déçu. Il le fera dans 10 ans. Oui, il le fera pour ses 100 ans. Bon anniversaire, monsieur Marcel Amont. Et votre anniversaire nous amène directement à la dernière partie de ce journal, notre patrimoine, car vous en faites partie. Mais pour entamer cette dernière partie, l'attachement à nos langues régionales. 6 d'entre elles vont en effet, on ne le sait pas toujours, faire partie des futures grandes spécialités des futurs bacheliers pour le nouveau baccalauréat. Il y aura le basque, le catalan, l'occitan, le corse, le tahitien et le breton, bien sûr. 40 000 personnes le parlent pratiquement tous les jours, encore en Bretagne, dans le Finistère. Guénaël Théo et Valérie Leroux-Coleno. Au détour des étals, le parfum des crêpes et un accent bien de chez nous. Allez, Celle du breton que l'on parle encore aujourd'hui. L'heure de l'apéritif est colorée dans ce bistrot de Plouguerneau. Petite commune rurale du Nord Finistère. Tuc Dual, 29 ans, n'a aucune difficulté à prendre part à la conversation des anciens. On arrive à le comprendre assez facilement, malgré qu'il a appris ça à l'école. Parce que nous, c'est
le breton parlé, que nos parents et nos arrière-grands-parents parlaient aussi. J'ai des grands-parents qui sont originaires d'ici, et ma grand-mère qui a vécu ici, qui parle breton, un père qui travaille en breton dans une troupe de théâtre. Et j'ai un entourage qui fait que le breton, je l'entretiens. J'espère avoir des enfants. Je leur transmettrai ça avec plaisir, quoi, pour que l'histoire se répète et que ce soit une langue vivante, quoi. Vivante jusque dans le monde du travail. Ces adultes en formation de breton à Quimper voient cette langue comme un plus pour leur métier. Annie, elle, est employée par la mairie pour le portage des repas à domicile des plus âgés. Ça crée un lien plus profond et ces personnes âgées se confient plus facilement dans leur langue maternelle. Âge moyen des élèves, 33 ans. Et si la langue bretonne se préparait un avenir? C'est vrai qu'il y a une génération qui s'en va, mais il y a de plus en plus de jeunes qui vont travailler en breton. Et là, c'est ça qui est important, parce que la relève se fera par les jeunes maintenant. Des jeunes bretonnants à qui l'on donne les moyens de cultiver leur langue. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Juaré de Gudebercoué de Zévar, Aboué Jonjdin et Don Quichotte. Gilles Pennec vient de traduire en breton 13 épisodes des nouvelles aventures de Lucky Luke. Je suis moi. Son activité explose pour les chaînes de télévision régionales, Internet et le Netflix breton. Et donc celui-là, il passe dans les cinémas. On adapte des dessins animés, des films, des téléfilms et également des documentaires. Et ça c'est une chose qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Une langue que l'on affiche fièrement entre amis dans les pubs de Bretagne. Quand un bretonnant rencontre un autre bretonnant, ils vont à un moment ou à un autre se rapprocher. Parler breton, une expérience pour certains, un héritage pour d'autres. J'ai parlé breton toute ma vie, et je continuerai jusqu'à moment. Je le partage avec les générations qui me suivent, enfants, petits-enfants. La Bretagne compte un peu plus de 200 000 locuteurs bretons, soit 5,5% de la population. Des effectifs stables, mais fragiles, puisque 70 000 d'entre eux seulement s'expriment régulièrement dans leur langue régionale. Le breton parmi les spécialités du futur nouveau baccalauréat avec 6 autres langues régionales. Après l'attachement aux langues, la passion et le savoir-faire de nos artisans d'art. Vous savez que des journées européennes leur sont consacrées cette semaine. On en découvre ensemble quelques-uns depuis lundi. Aujourd'hui, un souffleur de verre dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Rémy-de-Provence, Catherine Charles et Jean-François Drouillet. Au commencement, il y a le feu, couleur chatoyante. Et puis il y a la transparence de la matière en fusion. 1300 degrés pour tenter de la dompter. Et derrière tout cela, la main de l'homme experte. Le geste est sûr, 40 années d'expérience. Alban souffle le verre. Sa spécialité, le cristal. Un métier technique et artistique. C'est un métier qui n'est pas commun. Il n'y a aucun jour qui se ressemble. C'est le plaisir de la matière, de la chaleur, même si c'est des fois contraignant. Avec Laurent, son apprenti et Baptiste, le jeune stagiaire, ils forment à eux trois un balai millimétré pour donner naissance à des pièces uniques. Alban a choisi le cristal riche en plomb, plus malléable que le verre, plus fragile aussi. Cette matière se recycle à l'infini. C'est un matériau noble, domaine de prédilection de l'artisan, les arts de la table. C'est ce que j'ai appris en premier avec un maître verrier. C'est un métier passion. Donc voilà, c'est mon épouse pourrait vous le dire, je suis plus avec mon four qu'avec elle. En 4 décennies, Alban a formé plus de 20 apprentis. Allez, lève les bras, comme Laurent. La transmission, l'essence même de son travail. Si je ne le transmets pas, c'est perdu. Laurent, depuis 10 ans, apprend à ses côtés. Un passionné, lui aussi. Il faut aimer de faire dans un gant de velours. Ça se caresse, fermement, mais ça se caresse. Et puis, il y a les plus jeunes, la relève. Baptiste, 16 ans, motivé. Donc, ce qui m'a fait tomber amoureux du métier, c'est quand j'ai vu les souffleurs de verre travailler le verre. Je me suis dit, c'est ce métier-là que je veux faire. Avec l'expérience, se développent méthodes, astuces et petits secrets.
Une pincée de carbonate de soude en brûlant produit un dégagement gazeux. Des bulles donc. Résultat, toute une gamme de verres et de pichets. Un défaut, on fait un décor. Plus qu'au départ, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de bulles dans le verre. Et là, on rajoute un défaut que l'on ne voulait pas. Le plus spectaculaire dans le travail d'Alban, certainement, c'est presse-papier. Pièces d'artistes réalisées avec des outils faits sur mesure. Au cœur de la boule de cristal se dessine une fleur ou une constellation de bulles créées de toutes pièces par l'artisan d'art. Souffleur de verre, c'est être aussi inventeur et poète. Quel travail extraordinaire et quelles belles images de Jean-François Drouillet avec Catherine Charles. Demain, on restera en Provence avec un potier. Et puis demain, on reprendra aussi notre série Bolder sur les richesses de notre littoral. La Bourse de Paris, regardez bien, elle monte de 0,62% à 5457 points. Elle est au plus haut depuis le 1er janvier. Dans un instant, les températures qui baissent avec Tatiana Silva. À 20h, Gilles Boulot. Et nous, on va se quitter avec ces images impressionnantes de neige tombée en abondance en Auvergne, par exemple, où on était au début de ce journal. Bon après-midi. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.